TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Les cas positifs à la Covid-19 ne cessent de grimper au Togo et avec eux l'inquiétude de toute la population. Et face à cette situation plus que critique, les voix s'élèvent pour appeler à la vaccination et au respect des mesures barrières. Et pour permettre aux femmes de ne pas subir les affres de la crise sanitaire, justement, elles sont initiées à l'éducation financière. De quoi s'agit-il? Vous le saurez dans ce journal. Et puis ce soir, coup de projecteur sur un fléau méconnu mais qui existe bel et bien, les violences faites aux hommes. C'est une réalité et vous allez découvrir dans cette édition le quotidien de ces hommes victimes. Voilà donc pour les titres et nous débutons ce journal par la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 18 août 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 18 605. 246 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 15 741. 92 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2692. Le nombre de décès est de 172. Deux nouveaux cas de décès ont été malheureusement enregistrés depuis hier chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Et c'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiawa. La situation épidémiologique du pays est donc critique, voire très critique. Et ce sont les propos du coordonnateur national de la riposte contre la Covid-19 face aux journalistes ce mercredi. Le point avec Edem Soussoupo. Ploto, cette semaine, nous avons eu 15 cas. Tchaoudjo, cette semaine, nous avons eu 10 cas. Le variant Delta du Covid-19 est bien présent au Togo. L'annonce est faite par le médecin-colonel professeur Mohamed Djibril, coordonnateur national de la gestion de la riposte contre le Covid-19. Très contagieux et meurtrier, le variant Delta est le responsable principal de la vague excessive de contamination et de décès observés ces derniers jours au Togo. La situation est donc alarmante. Parti de juin avec 100 cas par semaine, on a enregistré 1000 cas de contamination la semaine dernière et plus de 1000 cette semaine. Et cette semaine, nous avons enregistré 1255 cas contre 1050 la semaine dernière et 761 la semaine d'avant. Cette semaine, nous avons eu 9 décès contre 6 la semaine dernière et 7 la semaine d'avant. Et tout ceci s'explique uniquement par des clusters qu'il faut qu'on éteigne rapidement. C'est des clusters qui existent dans certains endroits qu'il faut éteindre rapidement. Si je prends l'exemple de la préfecture de Logou, ces cas sont concentrés en Angbeto. Plus les cas augmentent, plus les personnes vulnérables sont infectées et on enregistre plus de décès. Il faut alors respecter scrupuleusement les mesures barrières. En plus du variant Delta, l'on note un relâchement total dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Les chiffres sont à la hausse. La période des vacances aussi est un facteur qui explique cette flambée des cas et l'organisation des événements non autorisés. L'efficacité des vaccins est confirmée et la population est appelée à se faire vacciner. Quand on parle de l'efficacité d'un vaccin, d'un produit ou autre, l'efficacité n'est pas calculée sur les 100%. Si c'est 100%, c'est bien, mais en général, à partir de 70%, 75% pour les vaccins, on parle de l'efficacité. Et pour l'instant, nous sommes en mesure de confirmer l'efficacité des vaccins dans la prévention des formes graves, car actuellement, quand on regarde, l'essentiel des personnes décédées sont des personnes non vaccinées.
et qui présentent aussi des comorbidités. Nous appelons tout le monde d'aller se faire vacciner et surtout les personnes qui ont des comorbidités. Les preuves sont là. Tout le monde, parce que vous qui n'allez pas faire la forme grave de la maladie, vous allez transmettre à quelqu'un qui fera la forme grave. Nous avons actuellement au CHR Lomé Commune 68 cas, dont 5 en état critique, 31 sévères et 30 modérés. Ça veut dire quoi? Les 5 plus les 31 sont en réanimation, ça. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent la seconde dose du vaccin AstraZeneca. D'ici la fin du mois d'août, ce vaccin pourra être de nouveau disponible au Togo. La sensibilisation faite par les leaders religieux pour appeler à la vaccination est vivement saluée. L'une des armes donc contre la maladie est la vaccination et on ne le dira jamais assez. Et depuis lundi, les populations du Grand Lomé sont appelées à aller se faire administrer leur dose unique du vaccin Johnson & Johnson. Et parmi ces candidats à la vaccination, notre équipe de reportage a retrouvé ce mercredi des femmes enceintes et des nourrices. Déborah Batik Solange a mandé avec la voix de Ulrich Amega. Il est un peu plus de 8 heures au CMS Adétikopé. Dans ce centre de vaccination, nous apercevons Dame Yobé, femme allaitante, en pleine discussion avec la responsable des lieux. La raison de sa présence. Nous sommes là pour la vaccination contre Covid-19. Il y a des murmures qui tombent un peu partout, que les femmes qui allaitent les enfants, genre les mamans bébés, ne peuvent pas se faire vacciner, que ça a des effets négatifs. Mais avec les conseils du docteur, franchement parlant, je suis bel et bien rassurée que ça n'a pas d'effet. Mais pourtant, ça aide. Convaincue, la jeune maman se fait alors administrer le vaccin Johnson & Johnson. Je fais appel à toutes les mamans, toutes les femmes qui allaitent, de se faire vacciner pour que l'enfant soit bien portant et toi-même tu as une bonne santé. Pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, le vaccin est conseillé. Conseillé d'abord parce qu'elles sont fragiles que les autres femmes, parce que son immunité baisse. Donc c'est plus facile qu'elles attrapent la Covid-19. Ce vaccin, en le prenant, les protège et protège en même temps l'enfant qui allaite ou bien l'enfant qui est dans le sein de sa mère. Il n'y a pas d'effet négatif, il n'y a pas de contre-indication à ce que la femme enceinte ou allaitante se fasse vacciner. Les jours passent et les populations adhèrent de plus en plus à la stratégie vaccinale. L'on ne nourrit qu'une seule ambition, être à l'abri de cette pandémie sans pitié. Vu les cas qui s'augmentent de nos jours, j'ai pris la ferme décision de venir me faire vacciner. C'est parce que je ne veux pas mourir que je suis venue. Je les encourage à sortir massivement pour faire la vaccination contre le coronavirus, afin de se préserver eux-mêmes et leurs familles aussi. Attention, les cas de contamination flambent, les cas de décès ne sont pas si loin. Il n'y a vraisemblablement qu'un seul choix à faire. C'est dans l'intérêt de nous tous de pouvoir nous faire vacciner massivement. Nous sommes vraiment à une phase dans notre pays où nous observons une recrudescence des cas, avec des fois même plus de 200 cas confirmés par jour. C'est assez alarmant. En plus des mesures barrières, nous sommes vraiment tous interpellés à pouvoir nous faire vacciner. Le fait d'être vacciné nous protège contre les manifestations graves au cas où on venait à se contaminer. Et même si la vaccination constitue la lueur au bout du tunnel, le respect des mesures barrières n'est pas à proscrire. Et se faire vacciner est un acte d'amour selon le pape François. Dans un message vidéo publié ce mercredi, le souverain pontife encourage à la vaccination contre la Covid-19, principalement en Amérique latine, mais c'est un message à portée universelle. Et le message est également partagé par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, qui appelle les fidèles et tous les Togolais à se faire vacciner. Et la crise sanitaire apporte un coup dur à l'économie et au panier de la ménagère. Dans les savanes, une parade est trouvée pour aider les femmes à s'en sortir. Elles sont donc à l'école financière en période de la Covid. Voyons cela sur place avec la correspondance de Gérard Lagoutou. L'apparition de la pandémie du Covid-19 a paralysé les activités socio-économiques. La fermeture des frontières terrestres
apporter un coup dur au commerce transfrontalier dans la région des Savanes. Pour y remédier, l'association Club des femmes des Savanes pour la promotion de la culture a initié le projet d'accompagnement des femmes dans la résilience au Covid-19. Ici, 11 cantons issus des préfectures de Kwendial et de Saint-Cassé sont à l'honneur en matière d'éducation financière. Souvent, elles prennent le crédit au niveau des institutions de microfinance. Et parfois, elles n'arrivent pas à rembourser parce qu'elles gèrent le crédit mal. Donc, c'est pour aussi les former sur la bonne gestion des ressources qu'elles prennent au niveau des institutions de microfinance. Actuellement, l'État, à travers le FNFI, aide beaucoup les femmes. Il y a APSEF, il y a AGRISEF. Donc, c'est pour aussi les former pour qu'elles gèrent bien ces ressources-là, pour rembourser et que leurs revenus soient augmentés. Renforcer leurs capacités sur l'éducation financière, sur des modules spécifiques tels que la culture de l'épargne, le budget, la bonne gestion de l'entreprise. 2 jours de travail et les participantes à cette formation se réjouissent déjà des acquis. Nous, on ne savait pas comment, si tu veux commencer le commerce, comment il faut faire. Puisque des fois, on a besoin de vendre les choses, mais comment planifier le terrain. Maintenant, pour commencer, il faudrait mûrir ce que tu dois vendre. Si je repars cette facile maintenant, je vais me lutter aussi pour que ça puisse améliorer. Si je m'en vais chez le microfinance pour prendre l'argent, revenir à la maison maintenant, je vais bien faire ça de propre. En vendant aussi, je vais faire tontine. Quand je prends le soir et finis de compter, je vais enlever au moins 500, je gratte dans une tontine. Et puis comme ça aussi, je peux rembourser l'argent des microfinances. Les travaux sont financés par Urgent Action Fund for Women Human Rights in Africa, fonds d'action urgente pour les droits humains des femmes en Afrique. D'autres vagues issues des autres préfectures sont également attendues dans les prochains jours pour la même cause. Et à Kara, le projet de renforcement du leadership féminin pour une gouvernance locale participative et équilibrée est à son terme. Que retenir de sa mise en œuvre? Nestor Mozo nous en dit plus depuis Kara. L'heure du bilan pour le projet renforcement du leadership féminin pour une gouvernance locale participative et équilibrée dans la ville de Kara. Porté par le réseau des associations de femmes en action pour le développement, le projet a été exécuté sur 8 mois, de janvier à août. L'intérêt du projet est d'amener les femmes à se manifester pour se rendre visibles au sein des sphères de prise de décision en postulant au poste au même titre que les hommes. Plusieurs activités ont été menées dans cette optique. Cette rencontre qui marque l'apothéose du projet a permis aux acteurs de passer en revue ces activités. Nous avons, par rapport aux activités prévues, fait l'ouverture officielle du projet en janvier, naturellement. Et après, les activités qui ont suivi, c'est le renforcement de capacités des leaders communautaires sur les thématiques permettant aux femmes de s'impliquer à la gouvernance locale et au développement local. Après cette étape de renforcement de capacités des différents acteurs, nous sommes passés aux sensibilisations communautaires. Après ces rencontres communautaires, nous avons organisé une rencontre avec les autres communes pour que ces communes puissent donner leur expérience, pour nous permettre au niveau de notre commune de faire mieux. Le projet n'a touché que la ville de Kara, donc la commune COSA 1. Le RAFAD envisage de l'étendre aux autres communes de la COSA et même au-delà, pourvu que le PRODEGOL, Programme Décentralisation et Gouvernance Locale, accepte de l'accompagner financièrement et techniquement, comme il a fait avec le projet finissant. Le PRODEGOL, exécuté par la GIZ, est financé par le ministère allemand de la coopération économique et du développement et l'Union européenne. Et ce sont très souvent les femmes donc qui sont des secrétaires, des assistantes de direction. Eh bien, elles sont appelées, ces assistantes de direction, donc à s'approprier les nouvelles dimensions de la profession. Et c'est une idée du ministère de l'Enseignement technique et de l'Artisanat. Une formation donc qui a débuté depuis lundi à Lomé. Et elles sont, ou plutôt ils sont secrétaires, employés d'administration, assistants de direction et autres. Les fonctions sont diverses. Mais ce soir, nous nous intéressons aux secrétaires particuliers. On les retrouve dans les différents services, certes, mais quel est leur rôle concrètement? Eh bien, Immaculée Baoui Abalo s'est intéressée à la fonction. Son dossier est signé Clarisse Atikle. C'est le début de la semaine
Lundi, une journée qui s'annonce encore chargée pour Chantal. Elle est secrétaire particulière du ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. À chaque matinée, elle est la première arrivée au bureau et la dernière à quitter après son patron. La vie d'une secrétaire. Quand on prend un secrétaire, il est censé arriver tôt, avant son patron. Ranger le bureau du patron, déposer les parapheurs qu'il doit signer, en tout cas faire le nécessaire avant son arrivée. Et tu reviens dans ton bureau pour gérer ton bureau, voir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre sur pied avant qu'il n'arrive. Il y avait quelques courriers à signer par le ministre et à envoyer au secrétariat général du gouvernement. Donc c'est ce que je lui ai fait signer avec quelques chèques que nous allons enregistrer et envoyer tout de suite. Ponctuelle, disponible, la discrétion gouverne également le traitement des dossiers pour cette secrétaire particulière. Il en va de même selon qu'on est secrétaire de direction, secrétaire commercial ou secrétaire comptable. Mais qu'est-ce qui fait donc la particularité d'une secrétaire particulière? Au fait, la secrétaire particulière est tout proche de son patron. On est secrétaire, c'est sur le plan professionnel. S'il faut gérer son agenda privé, pas aller au fond. Peut-être que ça a un petit lien avec le service. Tu peux lui rappeler certains événements qu'il a, s'il te le demande. Mais s'il ne le demande pas, tu ne peux pas t'ingérer dans sa vie privée. Et là, des fois, ça dépend aussi des types de patrons que nous rencontrons. Bien plus qu'une secrétaire particulière, Chantal en vient à jouer la confidente dans le traitement des dossiers pour son patron. Connaître tous les secrets de son patron, mais les taire. D'où le nom secrétaire. Et depuis le... Oui, allez-y. Et depuis nous avons donc l'invité du 20h sur ce plateau. Depuis le 9 août dernier, se tiennent à Lomé les travaux du comité interparlementaire de l'UEMOA. Des travaux qui ont pris fin ce mercredi. Et nous sommes donc sur ce plateau ce soir avec le président du dit comité, le président donc Gouakoun Rossan Noël Toé, qui va nous faire découvrir un peu plus le comité. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, les travaux ont commencé le 9 et ont pris fin donc aujourd'hui, 18 août. Dites-nous, que retenir donc de ces jours de travaux et que peut-on dire des recommandations prises durant la réunion? Avant tout propos, permettez-moi de m'adresser à la population. Fienamilo. Je voudrais d'abord remercier les autorités togolaises, avec à sa tête le président de la République, pour toutes les dispositions qui ont été prises pour la réussite de cette 48e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA, qui vient de clôturer la session ce soir. Et pendant ces travaux, nous avons des thématiques bien précises sur la transposition des directives au niveau des États membres, quel est le rôle du CIP afin que ces directives puissent être bien transposées au niveau des États. Et nous avons aussi fait une communication sur l'état des prélèvements communautaires de solidarité et leur état de reversement par les États membres. Et nous avons passé en revue le programme d'activité 2022 et une réorganisation aussi du comité interparlementaire afin de souffler un nouveau dynamisme au niveau du comité interparlementaire. Voici un peu les différents axes qui ont été développés pendant la 48e session ordinaire de l'année 2021. Et aussi, nous avons organisé une visite de chantier. Vous savez que la commission de l'UEMOA construit les sièges de la Chambre consulaire régionale ici pour apprécier l'état d'exécution de ce chantier. D'accord. Alors, Monsieur le Président, vous êtes, on va dire, vous êtes toujours le nouveau président, on va dire, du CIP. Vous avez tout à l'heure parlé de ce nouveau souffle que vous allez insuffler donc au comité. Mais dites-nous, quelles seront les innovations que vous allez apporter justement au fonctionnement du comité? Comme je l'ai développé tout à l'heure, la transposition des directives, nous voulons jouer un rôle parce que quand l'intercomité a eu lieu à Cotonou, nous avons remarqué qu'il y a un nombre important de directives qui ne sont pas transposées au niveau des États.
sur les 69 directives dont nous avons fait l'étude. Ça varie, le nombre de directives non transposées varie d'une directive à 15 directives, alors que les délais sont largement passés. Donc, au niveau du CIP, nous avons décidé d'accompagner les États membres à travers les parlements au niveau national pour interpeller le gouvernement afin de contribuer à transposer non seulement dans les délais, mais en respectant les principes de transposition. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, nous avons fait l'état des prélèvements du PCS, c'est-à-dire le prélèvement communautaire de solidarité. Le point a été fait et vous savez aussi, il y a des États qui sont à jour dans le reversement de ces cotisations. Nous remercions ces États qui font des efforts pour être à jour. Il y a des États aussi qui sont en retard. Et à l'issue de nos travaux, nous avons fait une recommandation à l'endroit des États afin qu'ils puissent reverser dans les délais les PCS qui ont été liquidés. Aussi, comme je le disais, nous sommes en train de réorganiser le comité interparlementaire afin que les sous-comités puissent travailler en tandem avec les commissaires au niveau de la commission pour une analyse approfondie des différents programmes et afin de nous faciliter l'interpellation des organes exécutifs au niveau des pays dans le processus de la transposition des directives. Voici un peu cette dynamique que nous souhaiterons impulser au niveau du CIP. Donc, à cet effet, il y a un comité ad hoc qui a été mis en place. Nous avons fait la relecture de notre règlement intérieur et notre règlement administratif. C'est vrai, ce n'est pas terminé. Nous avons déjà entamé le processus et nous comptons poursuivre pour terminer ça à la prochaine session extraordinaire qui aura lieu courant septembre à Niamey. D'accord. Monsieur le Président, avant de vous laisser repartir, peut-être une mise au point. Selon vos statuts, une fois la signature du traité constitutif signé par tous les États membres, le Parlement de l'UMOA entre en fonction. À ce jour, tous les États membres ont signé justement le traité et pourtant on continue de parler du comité interparlementaire qui est une structure transitoire. Alors expliquez-nous un peu la situation. Merci bien. Vous savez, le traité portant création du Parlement de l'UEMOA a été signé par l'ensemble des 8 États, a été ratifié par l'ensemble des parlements. Quand il est arrivé au moment de l'installation du Parlement, vous savez, c'est une institution qui est dans un ensemble. Nous sommes au niveau de l'UEMOA, il y a la CEDEAO, il y a l'Union africaine. Donc, il va falloir régler un certain nombre de préoccupations. Quelle sera la relation fonctionnelle entre le Parlement de l'UEMOA et le Parlement de la CEDEAO qui existe déjà, entre le Parlement de l'UEMOA et la Commission de l'UEMOA? C'est un ensemble d'éléments qu'il va falloir travailler à définir les liens fonctionnels afin de pouvoir installer officiellement. Je crois que la conférence des chefs d'État a décidé de la poursuite des actions du CIP en période transitoire. C'est une nécessité parce qu'il va falloir avoir une analyse politique de la situation parce que ça impacte aussi la marche de la commission, la marche de l'intégration. Donc, il était nécessaire que la conférence des chefs d'État puisse prendre cette décision. Mais nous aussi, au niveau du CIP, nous sommes en train de travailler à lever les préoccupations qui ont été posées, qui sont tout à fait légitimes même par la conférence des chefs d'État. Nous travaillons à les lever progressivement afin de donner quitus, afin de lever tout ce qui était comme préoccupation posée. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je rappelle donc que vous êtes le président du comité interparlementaire de l'UMOA, Monsieur Gwakoun Rossan Noël Toé. Et l'actualité... Kaka, merci beaucoup et bon retour. Et l'actualité hors de nos frontières, c'est d'abord ce premier anniversaire du départ de Ibeka du pouvoir au Mali. C'était le 18 août 2020 que Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint à la démission par un coup d'état militaire salué par la foule. Mais un an après, les Maliens attendent toujours le changement et la situation sécuritaire et économique reste toujours précaire dans le pays. L'actualité, c'est également la désolation de milliers d'Haïtiens. Après le tremblement de terre et le passage de la tempête Grace, plus de 30 000 Haïtiens se retrouvent sans abri et espèrent toujours l'aide internationale qui arrive au compte-gouttes. Les rotations s'enchaînent à bord de cet hélicoptère Jayhawk des gardes-côtes américains.
L'engin est le seul à pouvoir accéder à certaines zones sinistrées par le séisme du week-end dernier. Cette victime a de la chance, elle va pouvoir être évacuée vers un hôpital, mais elle n'est pas sortie d'affaire pour autant. Car dans le centre hospitalier lui-même fragilisé par les secousses, le personnel est débordé. Mais il y a des gens qui n'ont pas de problème lié à tremblement de terre, il y a des gens qui sont hospitalisés par exemple pour fièvre, pour prématuré, cap dans ça. Même désarroi dans ce cimetière où les enterrements se font à la va-vite. Près de 2000 morts ont déjà été déplorés selon un bilan encore provisoire. L'aide humanitaire arrive petit à petit, comme ces cargaisons offertes par le Panama et transportées par l'armée de l'air chilienne. La Colombie, le Mexique, plusieurs pays de la région s'organisent pour acheminer denrées et matériel médical. Sur place, beaucoup attendent aussi des tentes. D'après un premier bilan, au moins 37 000 habitations ont été détruites par le séisme. Et retour en page nationale avec ce phénomène à présent, un phénomène que beaucoup méconnaissent, mais qui existe bel et bien. Les violences faites aux hommes. Cela pourrait surprendre, mais des hommes sont également victimes de violences causées cette fois par des femmes. Jazz Nambaga a mené sa petite enquête sur le sujet. Les violences faites aux hommes sont toutes aussi invraisemblables qu'invisibles. Un mur de silence entoure le phénomène. On n'en parle jamais, ou presque. Dans des sketchs comme celui-ci, juste pour rigoler, ou plus sérieusement dans cette célèbre caméra cachée réalisée dans un parc londonien et qui a enregistré plus de 9 millions de vues. Ici, on voit la réaction des passants lorsque la femme est violentée par son mari. Mais lorsque les rôles sont inversés, c'est la passivité, pire, les moqueries. Et pourtant, les violences faites aux hommes existent bel et bien. Au Togo, ces cas sont traités dans des centres d'écoute et de conseil des victimes de violences basées sur le genre, comme celui de Novici à Lomé. La violence faite aux hommes existe. Ce n'est pas un mythe. Elle se manifeste sous toutes les formes. Une femme peut battre son homme, le mordre. Donc c'est une forme physique de violence. Il y a la violence sexuelle. Une femme qui prive son mari d'actes sexuels. Elle porte plusieurs culottes avant de se coucher pour empêcher son mari d'avoir des relations sexuelles avec elle. La violence économique. Une femme qui empêche aussi son mari d'aller au boulot, par exemple. Une femme qui vole l'argent de son mari. La violence psychologique. Une femme qui insulte son mari à longueur de journée. Pour tous ces actes de violence et plein d'autres encore, le centre a reçu, durant les 6 premiers mois de l'année 2021, plus de 10 hommes. Parmi eux, M. Maouli, à qui nous avons attribué ce prénom pour raison d'anonymat. 2 ans déjà qu'il est victime de violences dans son foyer. Moi, avec madame, bon, ça ne va pas. Les soirées, quand bon, je m'approche d'elle, bon, elle me refoule. Elle te refoule, ça veut dire qu'elle te refuse le sexe. Ah oui, monsieur. Pourquoi elle te refuse le sexe? Ah bon, parce que il y a un temps que la situation ne va pas bien et que bon, les finances au foyer, ça ne va pas très bien aussi. Donc, d'après ce qu'elle avance comme argument, ça. Comme tu ne donnes plus assez d'argent, elle te refuse le sexe. Ah oui, monsieur. Ça a commencé depuis quand? Ah bon, il y a déjà 2 ans. 2 ans d'abstinence forcée pour Maouli. Mais il y a pire. Nous avons reçu un homme qui a été battu et chassé de sa maison par sa femme et sa belle-mère. On lui a fracassé la tête. Il était venu tout ensanglanté ici, soit disant qu'il a volé l'argent de sa femme. Nous l'avons écouté et nous avons invité la femme pour comprendre pourquoi cette violence. La dame nous a expliqué qu'elle le soupçonne d'infidélité avant de rentrer. Et depuis le mois de février 2021, le pauvre homme n'est plus rentré chez lui. Le drame, c'est que, face à toutes ces violences féminines, les hommes ne savent à quel sein se vouer, tant les barrières socioculturelles sont nombreuses.
la tradition ne permet pas aux hommes de venir dénoncer facilement. Il y a aussi la honte. On voit mal un homme venir se plaindre parce que souvent on dit un homme, il est fort, il ne doit pas se plaindre. Donc il encaisse et c'est difficilement, ils viennent dénoncer les cas de violence qu'ils subissent. Donc il faudrait que ça soit vraiment à un niveau pour que la personne puisse avoir le courage de venir vers les centres d'écoute dénoncer. Les centres d'écoute sont créés pour les hommes et pour les femmes. Et pour cela, on parle maintenant de violence basée sur le genre. Dans les centres d'écoute, nous faisons un accompagnement psychosocial. Nous faisons aussi une orientation juridique pour les personnes victimes de violences. Si la personne veut porter plainte, nous la référons vers la justice pour nous orienter vers les unités sanitaires pour la prise en charge médicale. Selon les statistiques, moins de 3% des hommes victimes de violences basées sur le genre osent dénoncer leur partenaire. Au Togo, du 1er janvier au 30 juin 2021, ce sont 131 hommes victimes de violences qui ont fait le pas, ce qui laisse entrevoir l'ampleur du phénomène et donc la nécessité de prendre des mesures idoines pour protéger davantage aussi bien les hommes que les femmes des violences basées sur le genre. Les violences faites aux hommes, mythe ou réalité, eh bien, réalité. Et voilà, c'est sur cette réalité, cette triste réalité donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.